Les tentacules mortels du GUR. Les Russes sont frappés même en Afrique. Le Kremlin est sous le choc. La vengeance ukrainienne rattrape la Russie partout dans le monde. Urgent. La plus grande catastrophe pour la Russie. Les militaires russes quittent leur base au Mali. L'Africa Korps russe subit l'une de ses défaites les plus cuisantes. L'image d'une grande puissance à l'influence mondiale est perdue. Et l'État lui-même ne tient plus qu'à un fil. Catastrophe pour la Russie au Mali. Les bases russes se vident les unes après les autres. Panique à Moscou. L'Africa Korps russe s'effondre sous nos yeux. Touaregs et djihadistes ont pris leur revanche. La Russie bat honteusement en retraite sous une forte pression. La vengeance du GUR rattrapera l'ennemi partout, même à des milliers de kilomètres. L'Afrique échappe au contrôle du Kremlin. L'influence mondiale de la Russie fond à vue d'œil. C'est la fin du monde russe. Je vous raconte tout en détail. Bienvenue sur Ukraine Today, ici Renata Aslanova pour les dernières nouvelles. Sensation sur le front saharien. L'Africa Korps russe abandonne ses positions et une troisième base au nord du Mali. De leur côté, les djihadistes ont publié une vidéo affirmant qu'ils ne joueraient plus à cache-cache. Ils nous cherchent depuis 3 ans déjà. Il est temps d'affronter les Russes face à face. Le soutien russe n'a pas aidé le gouvernement de Goïta à stabiliser le pays. Après avoir quitté Thessalite le 1er mai, les troupes se retirent d'Aguelok, selon Le Monde. Rappelons que la veille, les mercenaires russes étaient totalement encerclés. On ne compte pas vraiment sur de l'aide. À Kidal, ils nous laissent évacuer les 200 et les 300. Pendant ce temps, les Touaregs et la population locale ont pris Kidal. Le contrôle de cette ville était pourtant présenté comme un triomphe stratégique russe. Pour la Russie, cette attaque a été une catastrophe. Ils n'ont pu empêcher la chute de Kidal, bastion symbolique des Touaregs, et doivent maintenant quitter cette ville du nord. De plus, les Touaregs ont accordé un couloir d'évacuation aux vaillants Africa Korps russes, qui étaient tout simplement pris au piège. Les Russes avaient leur propre version. Moscou a rapidement et officiellement dépeint une défense réussie se vantant d'avoir tué des milliers de rebelles et sauvé le régime local. Grâce au courage exceptionnel et à l'héroïsme remarquable des soldats de l'Africa Korps des forces armées russes, un scénario syrien a pu être évité au Mali, ce qui a permis de préserver la stabilité du pays. Mais en parallèle, d'autres images ont surgi. Hélicoptères abattus, blindés brûlés, convois fuyant sans combattre et habitants en liesse au départ des Russes. Notre hélicoptère a été perdu en Afrique. L'équipage et le groupe de tir mobile à bord ont péri. La cause préliminaire est un tir d'origine externe. Un système solaire à leur mémoire. Et comme prévu, les accusations pleuvent sur l'Occident et l'Ukraine. Soi-disant, la faute à des forces extérieures. Mais même les blogueurs pro-Z ne cachent pas que l'opération a dérapé et que l'Africa Korps est dans une position humiliante. La situation s'est aggravée au Mali. Notre Africa Korps y est stationné. Il y a eu une attaque massive sur nos bases de plusieurs côtés. Les détails arrivent, mais l'attaque était bien menée et très efficace. Les rumeurs sur l'échec des forces locales dues à leur incompétence sont infondées, car l'ennemi a utilisé les mêmes profils pour gagner. Ce n'est donc pas une question de couleur de peau ou de passeport. Les musiciens ont capitulé. Un accord avec les djihadistes permet le retrait sans entrave des unités de l'Africa Korps. Le retrait des forces du Mali a commencé.
Alors, le GUR était-il impliqué? En effet, on voit que les rebelles Touaregs au Mali changent brusquement les règles du jeu. Ce ne sont plus de simples nomades armés, mais des combattants d'une nouvelle génération. On raconte que certains ont été formés par des spécialistes ukrainiens. De plus, il y a quelques années, le renseignement ukrainien aurait partagé des infos pour ces attaques. C'est ce qu'a confirmé Andriy Youssov, le porte-parole du renseignement militaire ukrainien. À un moment donné, les Wagner ont lancé des activités intenses en Afrique et pas seulement là-bas. Ils utilisaient leurs mercenaires pour peser sur la géopolitique et l'économie ou pour changer des gouvernements. Aujourd'hui, le monde voit que le potentiel russe a décliné, ce qui signifie moins de contrats pour eux comme outil de résolution régionale. Les rebelles ont reçu les informations nécessaires pour mener cette opération contre les criminels de guerre russes, sans entrer dans les détails. La suite arrive. Youssov a rappelé les mots de Kirilo Boudanov. Les criminels de guerre russes seront punis partout dans le monde où qu'ils se cachent. À vous d'en tirer les conclusions. Les combats au Mali vont probablement s'apaiser temporairement, selon les observateurs. Les deux camps vont se regrouper et se préparer pour de nouvelles campagnes. Le résultat majeur est la victoire des Touaregs, qui ont créé leur propre quasi-État au nord du Mali. Selon le Washington Post, le départ des Russes de la région poserait un grave problème au gouvernement malien. Et ce n'est pas seulement une question de soutien militaire. Il n'y a tout simplement aucune alternative pour remplacer rapidement la présence russe actuelle. Urgent, moment épique. Moscou ne se doute encore de rien du tout. Début du choc. Le président autoproclamé de Biélorussie joue son propre jeu dans le dos de son ami russe. Les États-Unis et la Biélorussie sont désormais alliés. Loukachenko prépare un plan B et finit par obtenir la liberté pour Minsk. L'Ukraine tend la main au nouveau dirigeant de la Biélorussie. Kiev a réussi l'impensable, les détails suivent. Le voile est levé. Les alliés de Minsk et Moscou ne semblent plus former un bloc monolithique. Des fissures apparaissent, négociations sur le pétrole et le gaz, velléité d'indépendance de la Biélorussie, contact prudent avec l'Occident et canaux diplomatiques propres. Horreur, horreur. Bon, c'est l'horreur, mais pas l'horreur absolue non plus. Loukachenko prône de plus en plus l'équilibre plutôt que la dépendance totale. Et en ce moment même, il semble que les choses commencent à bouger sérieusement. Mais cela ne va manifestement pas plaire à Poutine. Minsk s'éloigne de Moscou non seulement dans les discours, mais aussi par des actes concrets. Le pays est de plus en plus lassé de sa dépendance et cherche son propre équilibre politique. Je suis surpris, je me demande comment vous le savez. Ou est-ce que j'ai fait une gaffe quelque part? L'équilibre régional commence à vaciller. La Biélorussie tente de se ménager une plus grande marge de manœuvre. Mais à vrai dire, Loukachenko avance avec prudence en regardant derrière lui. Eh bien, vous savez, je suis historien, après tout. Désormais, Kiev joue son va-tout et lance un processus irréversible pour évincer Alexandre Loukachenko. Il est crucial pour nous de maintenir des liens avec la Biélorussie démocratique. Nous croyons sincèrement qu'un jour, la Biélorussie démocratique rejoindra le triangle de Lublin. L'Ukraine investit de fait dans une autre Biélorussie, pas dans le régime mais dans l'alternative. Un nouveau président légitime a déjà été choisi avec l'aide de Kiev. Volodymyr Zelensky a scellé cet accord. Le monde entier retient son souffle. De plus, des poursuites pénales contre Loukachenko sont déjà discutées en coulisses, et cela ne fait qu'accroître la tension de la situation actuelle. Chaque nouveau signal vient confirmer de façon très claire que la pression exercée sur Minsk entre désormais dans une phase bien plus dure. Avec l'opposition, l'Ukraine pourrait lancer un mandat d'arrêt international contre Loukachenko. Les politesses sont finies, la patience de Kiev est à bout. Le président ukrainien a critiqué publiquement et sans détour Loukachenko en direct à la télévision. La déclaration vive et émouvante de Zelensky a secoué l'opinion et mis tout le monde sur ses gardes. Pour l'instant, on accorde plus de droits au Spitz blanc de Loukachenko qu'au peuple biélorusse. Malheureusement. En 2020, il y avait une chance de changer cela, et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Mais à l'époque, le soutien aux Biélorusses était tout simplement insuffisant. Et maintenant, nous sentons tous à quel point c'est devenu plus difficile, plus coûteux et plus dangereux pour tous à cause de la dépendance de la Biélorussie envers Moscou, qui n'a pas diminué. Et ce n'est pas encore la fin du grand jeu. L'Ukraine et l'Occident dessinent en ce moment une voie politique alternative pour Minsk. Le président américain avance ses pions. Les acteurs extérieurs ajoutent de nouvelles strates d'influence. Et voici l'entrée en scène du joueur principal. Donald Trump tente lui aussi d'arracher Alexandre Loukachenko des bras du Kremlin. Des contacts directs avec la Maison-Blanche et de premiers accords sérieux.
Les États-Unis allègent les sanctions contre des structures biélorusses clés du secteur financier et de Bélarus-Cali, ouvrant la voie à un dégel prudent. En réponse, Loukachenko fait un geste fort, une libération massive de prisonniers politiques. Et ce n'est pas le premier échange de ce genre. Un scénario similaire s'est joué fin 2025, quand une amnistie de Minsk s'est accompagnée d'une levée partielle des sanctions. Et maintenant, le plus intéressant, Washington n'exclut plus que Loukachenko puisse rencontrer Trump directement, et pas seulement de façon formelle, mais à la Maison-Blanche ou même à Mar-a-Lago. Pourtant, l'homme à la moustache de Minsk ne doit pas se réjouir trop vite. Loukachenko n'a plus beaucoup d'options aujourd'hui. Washington lui ouvre les bras pour mieux l'étouffer. Il devra payer cela par sa loyauté. Les analystes préviennent que c'est un atout stratégique qui pourrait rendre Minsk financièrement dépendant des décisions de Washington. En d'autres termes, la Maison-Blanche pourrait obtenir des leviers d'influence là où Moscou et Pékin régnaient seuls auparavant. Notons que la Chine est le principal rival géopolitique des États-Unis. Que se passe-t-il réellement? Washington mène un jeu subtil et risqué, tentant d'affaiblir les positions russes et en Europe, d'écarter la Chine de ses alliés clés et de redessiner la carte politique de la région. Il semble qu'un tournant majeur se prépare. Pourtant, les affaires de Minsk vont mal, Loukachenko est donc de fait contraint de jongler entre Moscou et Washington. Et ce jeu semble de plus en plus nerveux. Le Kremlin, sentant le danger, renforce encore davantage son contrôle. La présence militaire et les rumeurs de déploiement d'actifs stratégiques près de Minsk ne font qu'accentuer la tension. Dans l'entourage de Loukachenko, on sent que le système surchauffe et peut craquer à tout moment. Et soudain, une nouvelle information retentissante apparaît. Poutine semble à nouveau vouloir agir par l'intermédiaire de Loukachenko. Belarus Tomorrow écrit que la Biélorussie pourrait redevenir une base arrière pour une frappe potentielle sur Kiev. Au Kremlin, selon ces données, la décision est déjà prise et Loukachenko ressemble de plus en plus à un pion limité dans ses actions dans le jeu d'un autre. Le temps dira si le Batka aura finalement la force de briser ses chaînes et de faire un choix définitif. Adieu Moscou. L'Arménie opère un virage géopolitique audacieux. Le cap vers l'UE est désormais acté par écrit. L'UE a officiellement reconnu les ambitions d'Erevan et promis un soutien politique, économique et réformateur. Le Caucase commence à jouer selon de nouvelles règles. Moscou n'est plus le metteur en scène principal. Découvrez tous les détails dès maintenant. Une première historique. Erevan a accueilli le sommet Arménie-Union européenne. Les parties ont discuté du renforcement de la coopération en sécurité, énergie, transport et numérique. Des accords bilatéraux correspondants ont également été signés. L'adhésion d'Erevan au bloc européen et la facilitation des visas pour l'espace Schengen ont aussi été abordées. L'Union européenne soutient la volonté de l'Arménie de renforcer son partenariat par l'intégration sectorielle et l'alignement législatif. L'UE reconnaît les aspirations du peuple arménien inscrites dans la loi de mars 2025 sur l'adhésion à l'UE, exprimant l'intention du pays de rejoindre le bloc, ainsi que dans la déclaration commune du premier sommet Arménie-UE. La visite des responsables européens marque l'aboutissement de l'éloignement progressif de l'Arménie vis-à-vis de son ancien allié russe. Bien que l'État caucasien reste membre de la CEI et de l'Union économique eurasiatique, Erevan a déjà gelé sa participation à l'OTSC. Les analystes soulignent qu'un retrait définitif de l'OTSC est proche car Moscou, contrairement à Bruxelles, n'a plus rien à offrir à Erevan. Bien sûr, ce serait la suite logique du retrait de l'OTSC que l'Arménie a déjà évoqué à plusieurs reprises. C'est donc juste une question de temps. Cela concerne aussi les diverses unions économiques et la coopération économique avec la Russie. Elle va forcément s'affaiblir et l'influence de la Russie va diminuer. La présence formelle dans telle ou telle structure est une chose, mais je pense que ce sera réglé par la loi. Outre les accords sur les infrastructures, notamment les transports, Bruxelles et Erevan ont confirmé leur volonté de coopérer en matière de défense. Ainsi, l'armée arménienne a reçu une première aide financière importante d'un montant de 30 millions d'euros via la Facilité européenne pour la paix. La nouvelle mission de partenariat de l'Union européenne en Arménie va renforcer de manière significative la gestion des crises tout en favorisant durablement la stabilité à long terme, et portera ainsi notre partenariat unique vers de nouveaux sommets. Via la Facilité européenne pour la paix, nous apportons notre soutien aux forces armées de l'Arménie. Cependant, l'Arménie doit aussi contrer les manipulations d'informations étrangères, les menaces hybrides et les ingérences. Notre nouvelle mission de partenariat de l'UE vous soutiendra dans la lutte contre ces menaces hybrides et la désinformation. L'éloignement rapide de l'Arménie vis-à-vis de la Russie a été marqué par la visite du président ukrainien Zelensky à Erevan avant le sommet.
C'était le premier voyage d'un dirigeant ukrainien dans ce pays au cours des 24 dernières années. Lors de sa visite, Zelensky a déclaré que cet été, Poutine devra choisir entre intensifier son agression contre l'Ukraine ou opter pour la diplomatie. Les experts affirment que le cercle des alliés de Moscou se réduit et que Kiev remplace souvent le Kremlin en tant que partenaire privilégié. Disons que des Émirats arabes unis jusqu'à l'Arménie, c'était des pays dans lesquels, Poutine jouissait d'une autorité assez importante. Les entreprises russes s'y sentaient parfaitement à leur aise. C'étaient des plaques tournantes pour les Russes, pour le transit des marchandises, les vols et ainsi de suite. Et au cours de la dernière année, les Émirats et Erevan ont perdu ce statut à cause des changements et des guerres passées et actuelles. Moscou n'a pas réagi officiellement au sommet Arménie-UE ni à la rencontre de son ex-partenaire, le Premier ministre Pachinian, avec le président Zelensky. Selon les experts, cela s'explique par la simple impuissance du Kremlin. Depuis son agression massive contre l'Ukraine, la Russie a perdu de son influence économique, militaire, mais aussi diplomatique. Nikita Skoblikov pour la chaîne de télévision Freedom. Une explosion géopolitique en direct d'Istanbul. Erdogan et Zelensky ont porté un coup dur au Kremlin. Ankara et Kiev créent un nouvel axe de sécurité. L'Ukraine ne demande plus, elle dicte ses conditions et vend de la sécurité. Le processus de négociation franchit une nouvelle étape. L'alliance entre Kiev et la Turquie devient un pôle d'influence majeur qui redéfinit les règles régionales et affaiblit le Kremlin sur tous les fronts. Découvrez tous les détails brûlants dans notre reportage. Un coup diplomatique porté au Kremlin depuis Istanbul. Erdogan et Zelensky lancent une nouvelle partie. La Turquie ne se contente pas de soutenir l'Ukraine, elle s'impose comme un acteur clé pour la sécurité, la stabilité et l'avenir de la région. C'est ce qu'a déclaré le président turc lors de sa rencontre avec le dirigeant ukrainien à Istanbul. Le soutien de la Turquie aux négociations entre l'Ukraine et la Russie va se poursuivre. La région a besoin de davantage de paix et de stabilité. Qu'est-ce que l'Ukraine a réellement retiré de cette rencontre? Le résultat le plus concret est la confirmation de nouvelles étapes dans la coopération sécuritaire. Ce n'est pas qu'une déclaration, c'est le début d'une intégration profonde de la défense. Le gouvernement ukrainien franchit un nouveau cap, projet commun, sécurité renforcée et échanges technologiques. L'Ukraine n'est plus en position de demandeur, elle s'affirme comme un partenaire égal doté d'une expérience de combat unique. Zelensky a souligné que l'Ukraine est prête à soutenir la Turquie avec ses acquis de guerre, expertise, technologie et expérience. Il existe une volonté politique de travailler ensemble et nos équipes finaliseront les détails dans les prochains jours. La mer Noire est à l'ordre du jour. La région devient un épicentre de tensions. La sécurité maritime et énergétique ne tient qu'à un fil. Les incidents de drones marins frappent déjà des routes clés. Pour la Turquie, ce n'est pas qu'un risque, c'est un coup porté à son économie et son poids géopolitique. C'est pourquoi Erdogan, lors de son échange avec Poutine, a insisté sur l'inadmissibilité des attaques contre les navires civils en mer Noire. Les attaques contre les navires civils dans les eaux de la mer Noire sapent la stabilité régionale et créent des risques accrus pour la sécurité maritime. Cela montre que l'enjeu de la mer Noire pour Ankara n'est pas qu'une question ukrainienne, mais fait partie de sa propre logique de sécurité. La Turquie veut rester le pays par lequel transite le nerf vital du commerce maritime et de l'énergie de la région. Par conséquent, toute escalade en mer frappe directement ses propres intérêts. Pour l'Ukraine, cela crée un point de convergence d'intérêts majeur. Kiev peut faire valoir que sans la résilience ukrainienne, il n'y aura pas de mer Noire prévisible. Et sans cela, ni logistique turque stable, ni énergie sûre, ni fonctionnement normal des routes régionales. La Turquie est prête à stimuler le commerce avec l'Ukraine et soutient déjà l'expansion des liens de Kiev avec le Golfe Persique. C'est un signal. L'Ukraine s'inscrit dans une architecture plus large d'influence régionale. Lors de la rencontre, le président turc s'est aussi félicité des efforts de l'Ukraine pour développer ses relations avec les pays du Golfe. De plus, les présidents ukrainiens et turcs ont convenu à Istanbul de nouvelles étapes de coopération en matière de sécurité. Nous avons discuté des relations bilatérales entre nos pays, de la situation en Europe et au Moyen-Orient. Il est crucial que des actions conjointes et coordonnées renforcent la protection de la vie et apportent plus de sécurité aux peuples partout dans le monde. Le deuxième volet est économique et énergétique. Les présidents ont discuté de mesures concrètes pour réaliser des projets communs d'infrastructures gazières et de l'exploration conjointe de gisements de gaz. Cela signifie que le volet énergétique n'est pas resté une simple déclaration politique, mais est passé directement au stade opérationnel. Le président ukrainien a également remercié Erdogan et le peuple turc pour leur soutien constant à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous apprécions l'étroite collaboration de toutes ces années
qui nous permet de travailler sur des projets d'envergure capables de renforcer toute la région. Le troisième volet des résultats concerne les négociations. Erdogan a assuré que la Turquie est prête à jouer un rôle clé pour une paix durable en Ukraine et soutient sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le président turc a confirmé que son pays est prêt à accueillir le prochain cycle de négociations entre les délégations d'Ukraine, des États-Unis et de Russie. C'est un détail crucial, car il fait passer la Turquie du rôle de médiateur potentiel abstrait à celui de plateforme concrète se préparant déjà au prochain cycle politique. L'Ukraine ne se contente plus de demander de l'aide, elle propose désormais son expertise en matière de sécurité. Le plus intéressant dans cette affaire est le changement de positionnement de Kiev. Lors de sa rencontre avec Erdogan, Zelensky n'a pas parlé comme le leader d'un pays sur la défensive, mais comme le représentant d'un pays capable d'exporter son expertise en sécurité. Cela correspond tout à fait à ce que Kiev a accompli lors de sa précédente tournée au Moyen-Orient. Après les visites en Arabie Saoudite, aux Émirats, au Qatar et en Jordanie, Bankova a annoncé des accords de défense, de sécurité et d'énergie, et un accord de coopération de 10 ans a été signé avec le Qatar. Selon Zelensky, l'Ukraine exporte non seulement des produits, mais aussi des connaissances, des compétences militaires et l'expérience acquise lors de la guerre contre la Russie. Une stratégie sans illusion. Le vecteur turc fait partie d'une grande transformation. L'Ukraine transforme sa réalité de guerre traumatisante en outil d'influence, de la défense à l'exportation de la sécurité. C'est ici que naît le nouveau rôle géopolitique de Kiev. Le puzzle syrien est également en place. La visite en Syrie après Istanbul n'est pas une coïncidence. La Turquie est proche, la coordination s'intensifie et le jeu régional devient complexe. Kiev élargit clairement son front d'influence. Voici le contexte nécessaire pour comprendre ce message. Premièrement, la visite en Syrie suit le séjour de la délégation ukrainienne à Istanbul. Deuxièmement, la Turquie et la Syrie ne sont pas victimes du chantage iranien au drone Shahed. Troisièmement, lors de la visite en Syrie, l'Ukraine était accompagnée d'une délégation turque menée par le ministre Fidan. Les médias syriens soulignent les déclarations de Sibia et Zelensky sur l'importance de la coordination entre la Syrie et la Turquie. Il semble que le Kiev officiel soit en train de briser le jeu de Poutine. Nous bâtissons de nouvelles relations, ouvrons de nouvelles opportunités et élargissons la coopération pour la sécurité. Nous avons tout abordé, de la défense à la situation régionale liée à l'Iran jusqu'à la coopération énergétique et d'infrastructures entre nos pays. Et ce n'est pas qu'une simple visite, c'est une percée géopolitique. À l'issue de la rencontre, Volodymyr Zelensky a annoncé des accords pour travailler ensemble à la sécurité et au développement des deux pays. Nous avons discuté de la situation régionale et des perspectives d'amélioration. Nous avons également discuté des circonstances de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je suis reconnaissant pour le soutien. Il y a un grand intérêt pour l'échange d'expériences militaires et de sécurité. Le Kiev officiel agit avec détermination. Selon Zelensky, ils ont discuté de la guerre, mais aussi du rôle stratégique de l'Ukraine comme géant alimentaire. Il s'agit de la sécurité alimentaire de toute la région. Nous comprenons parfaitement les défis énergétiques et d'infrastructures auxquels la Syrie fait face. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour accroître les capacités de nos États et de nos peuples. Nous avons parlé en détail de la reconstruction et du processus de négociation concernant la guerre de la Russie contre notre pays. La question reste de savoir si l'Ukraine a insisté pour cette visite en Syrie ou si celle-ci est une condition non écrite de l'accord de coopération avec la Turquie. L'Ukraine est plus légitime en mer Noire que la domination agressive de la Russie. L'alliance entre l'Ukraine et la Turquie devient plus pragmatique, évinçant le monde russe de la géopolitique mondiale. Et que pensez-vous des derniers événements? On attend vos commentaires. La suite arrive?